L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes collègues Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bonjour. On débute aujourd'hui l'émission en compagnie de Steve Flamand, qui est directeur exécutif des ventes et du numérique au niveau national pour Hyundai Canada. On veut en savoir un peu plus sur l'entreprise, où on se situe et comment on entreprend depuis quelques années le virage vert. Alors Steve, bienvenue parmi nous. Oui, ça me fait plaisir. Bon, première question qu'on aurait pour toi, et je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques années. Si on faisait un bilan de Hyundai en 2023 au Canada et depuis le début de l'année 2024, ça ressemblerait à quoi? Oui, premièrement, merci Antoine pour l'opportunité. Et puis, 2023, on continue avec le momentum. Donc, comme on sait, Hyundai a eu beaucoup de croissance au cours des dernières années. Et puis, l'an dernier, malgré les problèmes d'approvisionnement de voitures, on était quand même capable d'avoir une croissance de 3%. Et puis, on continue avec le même momentum. Donc, au point de vue de notre croissance, là, si on regarde au courant des 5-6 dernières années, on continue avec la même trajectoire là, d'une façon contrôlée. Et puis, on a réussi de se placer au deuxième rang des véhicules importés au Canada. Et puis, on continue dans cette position cette année. Donc, beaucoup de positifs. On a fait beaucoup de lancements de voitures. On continue cette année avec, évidemment, la nouvelle Kona qu'on a apportée. C'est un modèle très important pour nous. On apporte des changements avec la Tucson cette année, qui est aussi, au point de vue du volume, un gros vendeur. L'Ionix 6, qui est une vedette au Québec. Donc, beaucoup de positifs en 23 et puis on continue en 24. On s'attend cette année à une autre croissance là, un petit peu plus grosse que l'an dernier, là, mais peut-être 4% là, au point de vue des ventes. Tu me parlais de 3% d'augmentation de ventes en 2023, alors que l'industrie, elle, avait augmenté ses ventes de 9,6%. Est-ce que vous le voyez comme un recul et qu'est-ce qui a causé ça? Oui, c'est sûr qu'au cours des années du COVID, là, on s'en souvient, on avait gagné beaucoup de parts de marché parce que en plus de la force de nos voitures, les compétiteurs avaient un petit peu de la misère avec leur approvisionnement. Donc, ils se sont améliorés l'an passé. Mais au point de vue de la qualité de nos ventes, on est allé tous au détail. Donc, au point de vue de parc, on a minimisé ça pour pouvoir approvisionner les clients, si vous voulez. Donc, on a changé la stratégie un petit peu. Donc, on est fiers de ce qu'on a accompli, puis on continue avec le même momentum. Et où ce qu'on a fait les plus grands croissance au point de vue des véhicules électriques qui sont, comme tu sais, très, très importants au Québec. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais on a été très fort l'an dernier et on continue encore plus fort cette année. Ben, tu m'amènes sur ce territoire-là. Les ventes de véhicules électriques au Québec ont été colossales en 2023. Actuellement, on sent que ça se stabilise un peu. Il y a peut-être un léger ralentissement, mais en même temps, il y a un nouvel engouement, sachant que les crédits disparaissent ou en tout cas sont diminués l'année prochaine. Hyundai est bien positionné dans le monde de l'électrique. Première question que j'aurais, c'est à quel point c'est un gros joueur pour vous, le monde de l'électrique? C'est quoi le pourcentage de ventes que vous faites dans l'électrique? Oui, puis si on regarde les 3 premiers mois, donc le premier trimestre cette année, on a presque doublé nos ventes de véhicules électriques, donc 98% de croissance. Puis si on regarde pour toute l'industrie, la croissance a été quand même de 46%. Donc c'est sûr que la croissance ralentit, mais elle demeure très, très prononcée. Et pour nous, le Québec, au point de vue des parts de marché, c'est notre marché le plus important. Puis si on regarde nos parts par rapport à ce qu'on vend au Québec, plus qu'un tiers de nos voitures, c'est des voitures électriques. Donc, présentement, on est à 36% cette année. Donc, on est bien positionné. On a les bons véhicules. Le marché québécois est derrière nous. Et puis, tu as raison, on s'attend là, la deuxième moitié cette année à cause des réductions des primes du gouvernement qu'on va avoir une deuxième moitié de l'année très, très forte.
Et juste pour clarifier, quand tu dis 36 %, c'est au Québec ou au Canada tout entier? Non, au Canada tout entier, 18 % de nos ventes, c'est des véhicules électriques, mais au Québec, c'est le double. Donc, au Québec, on a déjà de très fortes parts de marché. Au point de vue des voitures importées, on est numéro 1. Mais au point de vue des véhicules électriques, on est deuxième après Tesla. Mais dans les marques non luxueuses, on est les leaders. Oui, OK. Steve, j'ai une question. Tu parlais de crédit, puis là, on va avoir une poussée parce que ces crédits-là vont être diminués au cours des prochaines années. Comment vous voyez ça, vous, de votre côté, là, la diminution de ces crédits-là? Est-ce que c'est trop vite ou c'est juste à point? Ou est-ce que ça devrait continuer comme ça? Très, très bonne question. Évidemment, l'appétit du gouvernement pour les véhicules électriques est très fort. Fort au Canada, mais surtout au Québec. Mmh. Et puis, pour supporter cet appétit-là, les primes, les bonnies que le gouvernement offre aident à rendre les voitures plus abordables. On sait que les voitures électriques sont plus chères à construire, donc ça nous permet d'offrir les voitures à des prix compétitifs pour les clients canadiens, les clients québécois. C'est sûr que avec une réduction, on parle de 3 000 $ au mois de janvier, ça va donner un coût. Et puis, à un moment donné, c'est sûr qu'avec la croissance des véhicules électriques, on est capable de réduire les coûts, mais c'est de savoir est-ce que les deux vont au même rythme. Donc, il y a un petit peu d'incertitude là-dessus. Et puis, on a des doutes que ça va peut-être frapper, mais il va falloir se récupérer. Puis, on continue le dialogue, là, c'est sûr, avec les gouvernements, ce qu'il faut faire pour que la croissance continue. On parle de primes, on parle de support, on parle d'infrastructures. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, dans ce système-là, pour faire en sorte que ça continue. Et je trouve ça intéressant que tu mentionnes que, vous parlez avec les gouvernements, vous souhaitez avoir un meilleur réseau pan-canadien au niveau des bornes de recharge, de faciliter la vie des utilisateurs de véhicules électriques. Mais le gros défi de Hyundai, en ce qui me concerne, c'est d'être capable de ne pas devenir victime de son succès, c'est-à-dire d'être capable de réparer, d'entretenir, et ce, à coût raisonnable, des véhicules électriques. Et évidemment, tu me vois venir, on a entendu plusieurs histoires d'horreur de gens qui ont eu des problèmes avec des véhicules ou des accidents, et le coût de réparation est multiplié par le fait aussi que on avait des délais d'attente pour obtenir des pièces, peut-être un manque de main-d'œuvre qualifiée pour les réparer, mais tout ça, ça faisait en sorte qu'on prenait la voiture qui était peut-être encore bonne et on l'envoyait directement à la casse. Bonjour le geste environnemental. Et on l'a vu encore plus chez d'autres constructeurs, mais ça demeure un très, très gros défi. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que des histoires de batteries à 50 60 000 $ ou des voitures qui sont scrappées quand ils ont 28 000 $ de dommages, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, entièrement d'accord. Et c'est sûr que c'est pas juste un problème Hyundai, juste un problème Tesla, c'est un problème d'industrie. Le coût des batteries est très, très élevé. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure, on parlait des incitatifs du gouvernement pour aider, ça l'aide à balancer les coûts avec ce que les clients peuvent s'aborder là, pour acheter une voiture. Au point de vue la réparation des batteries, donc on continue à pousser. On va commencer un programme de réparage de batteries en concession, donc il va aider les coûts. C'est sûr que, comme tu as dit, là, quand on a des batteries à 50-60 000 qui vaut autant que la voiture, que le coût de la voiture, les compagnies d'assurance envoient les voitures les sortes de route. Donc, c'est pas idéal. Donc, on se Mais comment, si tu me permets, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on vend une Hyundai Ioniq 5 Ultimate, tout équipé, à 62 000 $, mais que le coût de la batterie est 60 000 $. Essentiellement, c'est de dire que tu me vends une Ioniq 5 Ultimate, pas de batterie, à 2 000 $. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et mathématiquement, pour le consommateur, c'est difficile à concevoir. Parce que si demain matin, il faut que je remplace mon moteur de Hyundai Elantra dans une Elantra qui vaut 30 000 $, le moteur chez Hyundai coûte 8 000 $. Ah ben là, il y a une équité un peu plus logique. Le moteur coûte un peu moins que le tiers de la valeur de la voiture, c'est correct. Mais quand la batterie de la voiture coûte la totalité de sa valeur,
ben là, il y a une mathématique qui ne fonctionne pas. Dans l'esprit collectif, ça ne marche pas. Alors, c'est ça qui est incompréhensible. Oui, c'est pour ça que c'est important de continuer l'écosystème de la croissance pour avoir des économies au point de vue de la fabrication. Donc, la seule partie de ton équation qu'on n'a pas discutée, c'est la profitabilité des véhicules électriques qui sont plus, évidemment, difficiles que les véhicules à essence. Oui. Donc, c'est pour ça que les incitatifs du gouvernement ont joué un gros rôle à agrandir. Mais comme dans n'importe quoi dans la vie, le plus qu'on en fait, le plus qu'on devient effectif au point de vue d'améliorer les coûts, on va s'en aller vers une équation qui va être mieux balancée. Donc, pour l'instant, on est entièrement d'accord que ce prix-là peut pas durer. Donc, on a pris plusieurs actions pour subventionner les batteries, aider les concessionnaires, aider les clients. Mais la vraie solution là, à court terme, c'est vraiment faire de réparage de batteries en concession et ne pas remplacer les battery packs, là, en bon français, si vous voulez, pour être capable d'apporter des solutions qui sont plus abordables, plus équitables là, pour les clients, évidemment. Alors, tu dis que vous subventionnez des batteries de remplacement. Le constructeur va subventionner des batteries aux concessionnaires pour que ça puisse être remplacé à coût raisonnable? Oui, ce qu'on fait présentement, on veut être au moins égal au point de vue de l'industrie. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un problème pas juste pour Hyundai, mais on veut être compétitif avec des coûts de remplaçants. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on subventionne, on coupe toutes les étapes, si vous voulez, pour réduire le prix le plus possible. Et puis, on demande à les compagnies qui font la fabrication pour nous de faire la même chose. Donc, on essaie d'y aller en équipe, si vous voulez, pour amener les prix à un coût qui est plus abordable, plus raisonnable. C'est sûr, à long terme, on voudrait s'attendre qu'un battery pack serait environ, au point de vue de le changer, le même prix, si vous voulez, qu'un moteur et essence. Mais faire des réparations en concession, c'est vraiment là, le but ultime pour rendre ça plus abordable. Donc, former vos mécaniciens, vos techniciens, vous assurer que vous êtes qualifiés dans l'électrique avec l'outillage qui vient avec, parce qu'évidemment, vous en voyez de plus en plus des véhicules électriques là, dans l'atelier. Là, la petite Ioniq qui a été lancée au début, évidemment, les Kona, il y en a eu des modèles. Là, alors aujourd'hui, c'est rendu monnaie courante. Là, donc, ça prend vraiment des techniciens qui sont qualifiés, et puis c'est un problème dans l'industrie. Là. Non, puis tu as raison, puis c'est les garder, les continuer, les entraîner, les motiver, de s'adapter parce que la technologie change aussi. Donc, on met beaucoup d'emphase là, avec travailler avec notre réseau de concessionnaires pour avoir la meilleure formation, si vous voulez, et puis de faire en sorte que on est bien équipé lorsque les clients apportent leur voiture, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre, qu'on peut réparer comme il faut la première fois, etc., comme qu'on fait depuis plusieurs décennies là, avec les véhicules à essence. Steve, c'est quoi le prix moyen d'un véhicule Hyundai, le prix vendant là, en ce moment au Canada en 2023, en 2024 plutôt? Oui. Si on regarde tout le portefeuille de voitures, là, si vous voulez, tout le portfolio, c'était en bas de 39 000 $ l'année passée, avec incluant les taxes. Okay. Mais comme vous savez, on a une grande gamme de voitures. Donc, on commence en bas de 21 et puis on va aller jusqu'à 78 000 $. Ouais. Donc, on met beaucoup d'emphase d'avoir une voiture pour chaque client. On part du Venue, de l'Elantra jusqu'au Palisade. Et puis, on a plusieurs modes de propulsion aussi, au point de vue des véhicules essence, des véhicules hybrides branchés, électriques et même de l'hydrogène. Donc, on a un petit peu de tout pour tout le monde, là, si vous voulez. Mais vos clients, là, ils magasinent quoi d'autre dans les autres marques, par exemple? Qu'est-ce que vous remarquez le plus selon vos études? Là, si on appelle le cross-shopping là, en anglais, vos clients, ils cross-shop avec quelle autre marque? Ça évolue beaucoup avec le temps et ça change aussi dépendamment de la voiture. Donc, si on parle, mettons, en Elantra, c'est une voiture ça fait longtemps qu'elle est sur le marché, les clients vont regarder la Civic, vont regarder la Corolla, vont regarder la Kia Forte aussi. Donc, c'est le cross-shopping. Mais si on parle des véhicules électriques, la dynamique, évidemment, est très différente. Donc, avec les véhicules électriques, nous autres, c'est Tesla. On est les deux plus gros. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de cross-shopping. Mais dans les marques non luxueuses, là, c'est sûr, Honda, Toyota, Nissan et Kia, évidemment, sont les marques qui sont les plus cross-shoppées. Et c'est intéressant parce que Hyundai connaît énormément de succès au Canada, particulièrement au Québec,
mais le taux de fidélisation de la clientèle n'est pas particulièrement élevé par rapport à des marques comme justement Toyota, Subaru, Honda, où la clientèle revient sans se poser de questions. Hyundai, c'est pas encore ça. Comment est-ce qu'on l'explique, ça? Oui, il y a plusieurs dynamiques là-dedans, hein. Si on regarde la marque, c'est sûr qu'on n'est pas établi depuis aussi longtemps, mais aussi le taux de location d'auto qu'on continue à augmenter. On est notre plus haut pourcentage dans notre histoire. Là, on est environ à 25%. Et ça l'aide beaucoup. Au point de vue de taux fidélisation, les clients reviennent à tous les 4 ans, 5 ans, dépendamment du terme, qui aide beaucoup les compagnies comme Honda et Toyota qui jouent à des pourcentages plus élevés, là, entre 50, des fois jusqu'à 70%. Aussi, la réputation de la marque. Donc, on continue à pousser. On a fait une bonne affiliation avec la Ligue nationale de hockey pour aider la réputation de la marque, aider les gens à nous considérer plus. On est plus visible avec eux. La campagne Walk qu'on a déployée en même temps qu'on a fait l'association avec la Ligue nationale, avec Marie-Lou au Québec, qui est notre pourparler. Donc, on pousse tous les indicatifs dans une direction qu'on continue avec un momentum qui aide avec la fidélisation. J'ai de la misère avec le mot en français. Là, fidélisation, oui. Avec nos clients fidèles. Oui, c'est exactement. Donc, ça prend du temps. Hein. On ne construit pas Rome en une journée. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Nos indicatifs sont tous bien. On continue à pousser d'une façon mesurée. Puis quand on parle de croissance, on ne veut pas acheter les parts de marché. On veut que ça se fasse d'une façon organique, d'une façon naturelle. Mm-hmm. Et puis, comme tu dis, le Québec, à 15% de part de marché, on est le numéro 1 importeur dans la province. Puis on va continuer à pousser pour maintenir notre position. Ce que je constate avec Hyundai, remarque que c'est vrai aussi chez d'autres marques, c'est que, évidemment, plus les années avancent, moins les véhicules sont abordables et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les véhicules les plus populaires, c'est des Kona, des Tucson qui sont tous vendus bien au-delà des 30 000 là, à part quelques versions de base qui se vendent au compte-gouttes. En regardant, je comprends que le prix moyen d'un véhicule vendu au Canada aujourd'hui, ça frôle les 60 000 mais on sait que ce sont des chiffres artificiels considérant la très, très forte exportation de camions aux États-Unis et les doubles ventes de ces véhicules-là à 80 000 pièce. Bon, il y a toute une question là-dedans qui est discutable, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous délaissez un peu une partie de la clientèle qui vous a mis au monde, celle qui a acheté des Accent, des modèles de base là, à l'époque, là, Accent et Elantra qui ont fait votre succès? Je ne veux pas parler de la Poney puis de la Stellar, on recule trop loin. Là. Mais évidemment, l'Accent qui a été hyper populaire chez nous et dont tout le monde s'ennuie au Québec. On aimerait donc ça avoir une Accent plutôt qu'un Venue. Mais bon, la loi du marché étant ce qu'elle est, on comprend. Mais est-ce que vous n'avez pas cette impression de voir une partie de la clientèle qui vous a mis au monde ne plus être capable d'être servie par Hyundai? Oui, premièrement, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aimerais ça la revoir, l'Accent. Malheureusement, au point de vue du global, il y avait moins d'acheteurs. Donc, on sait qu'au Canada, on a un marché un petit peu plus particulier, même au Québec, avec un appétit plus prononcé dans le bas de gamme, si vous voulez. Mais on se reprend. Donc, avec l'avenue qui nous permet encore de jouer dans le bas. Donc, si on compare le prix de l'avenue avec les autres voitures qui compétitionnaient avec l'Accent et l'Elantra, on est bien positionné. Mais faut s'entendre, je suis d'accord avec toi, faut pas abandonner cette partie-là du marché et c'est pour ça que on continue fort à apporter des variantes là, dans nos voitures qui sont capables d'aller dans le bas de marché, soit avec la Kona, la Venue, l'Elantra. Et puis, on continue à travailler même dans le futur. Lorsqu'on fait un pivot au point de vue des véhicules électriques, on sait qu'au Québec, en 2030, là, ça va être 85% de véhicules électriques. On continue à travailler là-dessus. On veut avoir une voiture là, positionnée dans le bas de la Kona électrique pour être capable d'approcher cette part du marché. Donc vous amèneriez... on veut être...
Je comprends essentiellement que vous avez l'intention donc de lancer une voiture électrique qui serait située hiérarchiquement sous la Kona, quelque chose qui se comparerait quoi à une Fiat 500 électrique? Oui, donc c'est sûr qu'on voit l'opportunité. Quand on parlait là, d'être capable de servir tout le marché, on voit là, dans un monde qu'on devient, comme on parle de 2030, là, 85% de véhicules électriques au Québec et 90% en Colombie-Britannique, qu'il y a une opportunité dans le bas du marché. Donc, on travaille avec les autres régions, avec les États-Unis, l'Europe, de voir la possibilité d'apporter une voiture positionnée là, sous la Kona EV. Donc, où ce qu'on joue aujourd'hui avec, au point de vue des transactions de prix avec la Venue et l'Elantra, on voit cette opportunité-là. Okay. C'est sûr qu'on n'a pas la solution aujourd'hui, mais on voit l'opportunité. Et puis, avec l'esprit là, d'être capable de continuer à servir tout le marché, là, en parlant de bas de gamme jusque dans le haut de gamme. Donc, on voit l'opportunité. On va travailler pour une solution. Et puis, entre-temps, on continue à mettre beaucoup d'efforts sur les deux bords. Côté électrique, les véhicules à essence aussi. Donc, on peut s'apporter beaucoup de changements du nouveau avec les véhicules à l'essence pour être capable de transitionner avec un portfolio de voitures qui va être frais, qui va être mis à date. Et puis, on poursuit l'opportunité comme qu'on vient de discuter là, au point de vue de bas de gamme de véhicules électriques. Il y a un marché qui est très particulier en Amérique du Nord et bien sûr, c'est celui de la camionnette, qui est la chasse gardée des constructeurs nord-américains. Hyundai, depuis quelques années, a lancé le Santa Cruz, qui est une pseudo-camionnette basée sur le Tucson. Et je m'explique mal pourquoi chez nous au Canada, on ne propose que la version la plus luxueuse avec le moteur le plus performant, alors que les Américains ont droit à un produit qui est un peu plus d'entrée de gamme avec un moteur atmosphérique traditionnel qui se vend pratiquement 4 fois plus que le moteur turbo aux États-Unis. Alors, je ne comprends pas pourquoi chez nous, on ne le propose pas et ça permettrait d'être plus compétitif face au Maverick, qui est le seul autre joueur dans ce segment-là. Là. Oui, donc il y a plusieurs raisons qu'on a pris cette stratégie-là. Donc, on a regardé les demandes du marché canadien. Et puis, au point de vue d'être capable de faire du remorquage jusqu'à 5000 livres, d'être capable d'avoir au point de vue de système de propulsion un package, si tu veux, qui est assez complet au point de vue d'une bonne balance entre les performances, entre ce que les clients s'attendaient au point de vue des 4 roues motrices, au point de vue du taux de remorquage. Et puis, c'était notre meilleur pied d'avant, si vous voulez, avec la voiture. C'est sûr qu'on regarde l'opportunité si il y aurait une croissance qui est possible sans mettre en doute là, ce que les clients s'attendent au Québec, au Canada. On va continuer à regarder les opportunités, mais d'arriver avec un moteur 2.5 de base, qui va quand même avoir une grosse distance là, au point de vue de prix avec la Maverick. Peut-être que c'est un milieu qui rencontre pas peut-être les besoins de ni un ni l'autre. Mais c'est une possibilité. Aux États-Unis, je pense avec la traction avant, ils ont un certain marché qui est pas aussi qui est pas mal plus développé que ce qu'on a ici au Canada avec les marchés dans le sud des États-Unis. Donc, si on prend les besoins des consommateurs canadiens, ça a été vraiment notre meilleur pas d'avant. Et au point de vue des attentes, on était très, très heureux. D'ailleurs, on apporte une nouvelle variante cette année avec le facelift qu'on fait avec le modèle XRT, qui va avoir un petit peu plus de capacité, qui va être un petit peu plus agressif. Donc, on continue de grandir d'une façon mesurée de ce qu'on offre avec ce produit-là. Steve, j'ai une question un petit peu plus marketing. Je sais qu'au Québec, c'est un marché particulier. On a le porte-parole, tout ça, comme Marie-Lou, puis tu l'as mentionné tantôt. Le « wa », est-ce que le message passe? Parce que c'est quelque chose de très culturel, le « wa ». Oui, ça nous donne une personnalité, si tu veux. On se cache pas qu'on a un héritage coréen, mais avec une très, très forte présence au Canada, surtout au Québec. Là. C'est de loin là, nos meilleures parts de marché. Et puis, on a marié l'arrivée de WA avec notre association avec la Ligue nationale. On a apporté Marie-Lou, qui a fait en sorte qu'on a formé un écosystème, là, si tu veux, qui nous donne de la personnalité, qui nous donne la possibilité de
parler un petit peu plus fort de nous, de ce qu'on est. Et puis, si on regarde ce qui se passe au point de vue de la marque, l'opinion de Hyundai, la considération avec la croissance dans le marché, la campagne One nous a aidé avec ces indicatifs-là. C'est sûr que comme n'importe quelle campagne dans le marketing, ça va évoluer avec le temps. D'ailleurs, on a déjà évolué au point de vue de la façon qu'on le communique dans le marché, mais comme je te dis, ça nous a donné une personnalité peut-être qu'on n'avait pas aussi prononcée avant, puis qui est le fun en même temps. Ça donne un aspect assez fun avec notre campagne de marketing. Okay. C'est une campagne marketing qui permet de faire oublier le précédent porte-parole qui ne récupérera probablement pas son poste une seconde fois si je me fie à ce qu'on peut voir dans les médias récemment. Merci Steve d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et on a bien hâte de voir cette nouveauté électrique d'entrée de gamme chez Hyundai parce que actuellement le marché est vide de ce côté-là. La Bolt est disparue, la Leaf vit sur le respirateur artificiel, la Kia Soul est disparue. Il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a une opportunité. À part des VUS électriques intermédiaires à 64 990, là, il manque de stock. Là. Alors, on attend ça de pied ferme. Oui, ça m'a fait plaisir, puis on veut continuer à être la marque automobile pour tout le monde, donc on va se concentrer sur tous les aspects du marché, celle-là, mais on néglige surtout pas ce qu'on a, on va continuer à mettre tous nos efforts, et puis on apprécie grandement notre marché québécois, nos concessionnaires qui sont les meilleurs dans le monde au Québec, et puis ça me fait toujours plaisir de vous parler, puis je vous souhaite une bonne fin de cette semaine. Merci. Merci Steve. Bye-bye. OK. Salut. Bye. Le guide de l'auto. Quelques actualités maintenant, Louis-Philippe. Bon, d'abord, après s'être posé la question pendant des mois, sans réponse de la part de Stellantis, ou du moins une réponse qui était très incomplète, ben là, c'est vrai, le Ram Classic, c'est terminé. Ça a l'air que c'est la bonne cette fois-ci, du moins chez nous, le Ram Classic qui offrait une alternative un peu plus abordable avec, je le rappelle, le moteur MI. J'ai envie de te dire un peu moins cher, là, pas un peu plus abordable. Abordable, c'est un gros mot dans l'industrie aujourd'hui. Ouais. Mais oui, celle qui offrait le V6 Pentastar et le moteur MI qui offrait l'alternative, si on veut, là, aux nouvelles camionnettes Ram 1500. Maintenant, ça va être terminé. Les concessionnaires vont écouler leur stock et ça va être la dernière chance cette année. C'est assez particulier de voir comment on a joué cette stratégie chez Stellantis et ça prouve à quel point mais on est totalement désorganisé dans ce constructeur-là. Écoute, on a, dans le jargon, là, quand vous allez chez le concessionnaire, on parle de piner des véhicules, c'est-à-dire de prévendre des véhicules qui sont toujours sur le site, de les enregistrer comme vendus pour pouvoir aller chercher des bonifications au rendement, pour aller avoir des primes, tout ça. Le Ram 1500 classique pour les concessionnaires Stellantis, disons en dehors de l'île de Montréal, c'est 50% des ventes. Ouais. C'est le produit de loin le plus vendu. Après, c'est le Jeep Wrangler. Après ça, on va jouer dans le Grand Cherokee et dans le Ram 1500 d'été. Donc, de perdre le Ram classique pour les concessionnaires actuels, c'est un gros morceau. Comme lorsqu'on a perdu la Dodge Caravan, et je dirais même pire. Et là, les concessionnaires criaient, disaient non, on veut le garder. Allez-vous avoir des alternatives intéressantes pour nous? Ça n'arrivera pas, parce que le 1500 d'été est un véhicule qui coûte plus cher, et même si on fait des versions d'entrée de gamme, elle coûte plus cher qu'un Ram classique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étiré la production des modèles 2023 en disant aux concessionnaires, achetez tous les stocks que vous pouvez parce que vous en aurez plus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande. On a continué de produire des 2023, mais il y a une question de normes et de réglementation au Canada qui fait que on ne pouvait pas millésimer ces camions-là comme 2024. Stellantis ne répond pas aux questions. On n'est pas capable d'avoir la vraie raison du pourquoi. Mais ce qui est assez particulier, c'est que le Ram classique 2023 destiné au marché canadien était fabriqué sur la même ligne que le Ram classique 2024 fabriqué pour le marché américain et pour le marché mexicain.
Donc, c'est clair qu'il y a une question législative là-dedans. En bon français, on passe une crosse au marché canadien. On remplit les cours de concessionnaires de modèle 2023. Mais le dernier problème, c'est qu'un véhicule 2023 vendu en mai, juin, juillet 2024, c'est long, bonjour, la valeur résiduelle, ouais. c'est difficile à louer. C'est pas mal moins alléchant pour le consommateur. Les programmes sont plus là. C'est moins subventionné par le constructeur. Mm-hmm. Constructeur qui a tout fait pour remplir les cours de ses concessionnaires. Allez, achetez-en, vous allez en manquer. Puis après ça, on enlève les promos, puis arrangez-vous avec vos stocks. Alors, là, il y a des rames classiques 1500 plein la cour, des modèles 2023. Il n'y aura pas de 2024, mais en quelque part, on s'en fout parce qu'il va y avoir des stocks probablement jusqu'à l'automne prochain. Et d'ici ce temps-là, est-ce qu'on va arriver avec des solutions? Bonne question. Mais c'est le genre de stratégie typiquement Stellantis. Et je dirais typiquement Stellantis Canada. Alors là, les concessionnaires, et puis évidemment, la pression qu'on met sur les concessionnaires pour que ces véhicules-là soient vendus, ça force les concessionnaires individuels à les préenregistrer, à faire de la location maison, à les immatriculer, à les louer 3 mois, à les reprendre, à essayer de faire tout ça. Avancer le processus le plus possible. Ça. Mais ils se trouvent quand même avec des stocks colossaux. La même genre de situation qu'on avait avant la COVID. On pensait pas que ça allait revenir, mais on en est là. Il passait devant un C'est artificiel, là, complètement, c'est là, de artificiel. toute façon. Là. Là, vous allez dire, oui, c'est un peu la même chose chez GM et chez Ford, mais on préenregistre pas de véhicules de la même façon qu'on le fait chez Stellantis et on a des produits beaucoup plus modernes. C'est pas mal moins difficile. Qu'en 2023, comme tu as dit tantôt, qui est vendu quasiment c'est ça. loin dans 2024, déjà qui est dépassé. Le produit est dépassé. En même temps, il était moins cher. Je veux dire, ça comblait les besoins de bien des gens. Là-dessus, pas de problème. Qu'est-ce qui le rendait intéressant? Mais la façon de les vendre est un petit peu douteuse. Et quand tu dis à ton concessionnaire, regarde, tu vas avoir des rames alléchants, bien équipées, parfait, prends donc une 50aine de Fiat 500 électriques tout de suite. Là, le concessionnaire, c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est un peu délicat, je te dirais, comme situation, mais le problème va se régler de lui-même. On va arrêter de les fabriquer pour le marché canadien. Et j'ai très, très hâte de voir comment on va jouer avec les rames 1500 2025, qui, eux, ont droit à des petites retouches. On va probablement rebalancer la gamme. Puis c'est drôle, mais on parle encore du nouveau RAM 1500, mais le nouveau, il a été lancé en 2019. C'est juste que l'autre, il est très, 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 très vieux. C'est pour ça qu'on trouve que l'autre est nouveau. À un moment donné, là, le cycle de vie d'un véhicule, c'est 5-6 ans. On est déjà rendu à terme. Alors là, le nouveau RAM 1500, il n'est plus si nouveau que ça. On apporte des retouches en 25 et c'est là qu'on va voir si ce modèle-là est capable de venir combler le vide laissé par le RAM 1500 classique. Mais permets-moi d'en douter. Autre nouvelle. Écoute, chez Tesla, c'est incroyable. Hein? Baisse de prix, encore une fois, de la Model 3 qu'on vient de lancer, le modèle Highland. On vient de le lancer, 3 000 $ de moins pour un PDSF à 50 990, moins le 12 000 de crédit. Et 60 990 pour le modèle à 2 moteurs. Dual motor, c'est ça. Fait que c'est du Tesla tout craché. Hein? On a fait ça toute l'année, l'an dernier. On a eu un Q1 qui a été médiocre chez Tesla selon les analystes. Là, ça a quand même vendu pas mal de chars. Par contre, on en a fabriqué beaucoup, on n'a pas vendu autant qu'on pensait. Puis là, on joue avec les prix pour être capable de se positionner un petit peu mieux chez Tesla. On l'apprend sur le site du constructeur de cette manière-là, puis ça devient un incitatif. Je parlais avec Alexandre Dubé un peu plus tôt cette semaine en matinée dans son émission et ce que je lui disais, c'est avant d'acheter une Tesla, il faut presque aujourd'hui analyser le rendement boursier. Est-ce qu'on est en creux de vague? Est-ce que ça remonte? Est-ce que ça se peut que la semaine prochaine, le prix baisse? Je suis sûr que l'intelligence artificielle, en quelque part, est capable de déterminer qu'est-ce qui va arriver selon les facteurs que tu viens de mentionner. En fait, ce que je lui expliquais, c'est que on a une tarification dynamique un peu comme on a avec Uber. Tu sais, c'est littéralement ça chez Tesla. Et c'est vrai aussi pour les pièces, en passant. Si, par exemple, on a 1000 jambes de force pour une Tesla Model 3 au Québec en inventaire et qu'il y a une demande pour 500 jambes de force dans le mois,
ben, fie-toi sur moi que le mois prochain, la pièce va monter. Bah oui. Mais si on a de la demande pour 10 jambes de force, hop, ils vont être moins chers le mois prochain. C'est comme ça que ça marche pour chaque numéro de pièce. C'est un algorithme. Alors, imagines-tu la complexité de la chose? Ouais. Moi, ce qui me fascine dans le prix d'une Tesla Model 3, comment est-ce qu'on fait pour établir des valeurs résiduelles au bout d'un terme de location quand les prix n'arrêtent pas de fluctuer? Et de pas un petit peu, là, beaucoup. Là, Oui, c'est des grosses à la tranches, hausse, là. à la baisse, Ah, avec ouais. des taux qui varient énormément, avec des crédits qui disparaissent, qui arrivent, parce que la valeur résiduelle établie, elle est établie au Canada tout entier. Ouais. Elle est la même pour le marché du Québec que pour le marché de la Saskatchewan, puis de la Colombie-Britannique, puis des Prairies. C'est fascinant. Alors, comment tu fais pour établir une valeur résiduelle? Tu sais, je veux dire, quand tu sais même pas dans 3 semaines combien le véhicule va coûter, toi, il faut que tu sois capable d'anticiper combien il va valoir dans 4 ans. Dans 4 ans, en ne c'est- sachant pas s'il n'y aura plus de crédit du tout, si les taux d'intérêt ne seront pas à 18 %, puis si la Model 3 ne sera pas vendue 23 000 Mhm. ça n'a aucun sens. J'ai aucune idée comment ils font pour établir ça. Moi, j'ai l'impression, quand toi puis moi, c'est du gros gambling. C'est la stipulation. Ouais. Exactement. Je voulais apporter une petite bride d'information cette semaine parce qu'il y a une campagne de sensibilisation, évidemment, à l'arrivée de l'été, à l'arrivée du printemps de l'été, sur la vigilance sur les chantiers de construction. Oui. Bon, il y en a des chantiers de construction au Québec. Ah On est oui? écœurés d'en voir. On est tanné qu'ils se multiplient. Ouais. On se demande des fois si c'est des vrais chantiers ou s'ils font pas juste mettre des cônes là en attendant. Mais il en demeure pas moins qu'en 2022, il y a eu plus de 200 blessés sur les routes du Québec. Spécifiquement sur les chantiers. Sur des signaleurs routiers, des travailleurs sur des chantiers, Mhm. causés par une voiture qui circulait, là, pas des blessés de l'accident de travail. Là. Mhm. On parle d'impact avec des automobilistes. Plus de 200 blessés, dont un décès. Ça, c'est en 2022. En 2023, le bilan s'est amélioré, Mhm. mais il en demeure pas moins qu'il y a c'est eu trop. 120 quelques blessés, encore une fois. Fait que c'est juste un appel à la vigilance dans les zones de construction. Oui. Moi, je dirais cependant ceci. Appel à la vigilance quand il y a des travailleurs, mais arrêtez donc de faire des chantiers de construction quand ça n'en est pas vraiment un. Parce que il y a cette nuance-là aussi qui peut peut-être frustrer une partie des automobilistes. Et dernier point que je veux parler, évidemment qu'en fin de semaine, c'est le gros rassemblement Mustang pour souligner les 60 ans de... la grand-messe. La grand-messe. Ben écoute, c'est tellement une grand-messe... Écoute, on rassemble 2100 Mustangs qui partent de la porte du Plessis à Trois-Rivières, qui vont se rendre au Centre des foires de Québec dimanche. Pour le Salon Autosport. Pour le Salon Autosport. Ça va rouler sur l'autoroute entre 60 et 85 km/h. J'ai hâte de voir on dit que le convoi devrait être de 24 km sur l'autoroute. Alors, imagines-tu, pendant que les premières... Si vous n'êtes pas une Mustang, évitez le secteur pendant ce temps-là, s'il vous plaît. Pendant que les premières voitures vont arriver au centre des foires, il y en a qui vont être vis-à-vis de l'aéroport de Québec. C'est 24 km de convoi, là. Ouais. Alors, c'est de la Mustang au pied carré. Ça serait un record mondial. Et une fois toutes les voitures arrivées, il y aura la plus grande bénédiction de Mustang jamais faite qui va se faire sur place. C'est la grand-messe. Alors, c'est la grand-messe. Bon, évidemment, on fait ça pour souligner les 60 ans de la Mustang. Ouais. Moi, je serai sur place pour couvrir l'événement et j'invite les gens à regarder ça en direct à Salut Bonjour dimanche matin parce qu'on va les voir défiler en arrière de moi, une après l'autre, ces voitures-là. J'aimerais ça voir une Mustang 2 Ghia. Puis quand je dis Ghia, là, ça n'a rien à voir avec Guilla Lepage. Non, il fallait le spécifier quand même. Juste parce que c'est la Mustang la plus poche qui a été faite, mais en même temps, aujourd'hui, c'est une curiosité, c'est une rareté. Puis c'est quirky on est comme véhicule. tanné de voir toujours les mêmes modèles. Là, fait que j'espère que ça va être... J'espère que les anciennes vont sortir et on va être un rendez-vous. J'espère qu'il y aura de la diversité puis que ça ne sera pas un défilé de concessionnaires. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça serait le fun d'avoir cette belle diversité-là parce qu'il y en a de l'histoire avec la Ford Mustang. Il y a 60 ans d'histoire. D'ailleurs, Hugues va nous parler d'une histoire assez intéressante dans quelques instants. Oui. Le guide de l'auto.
parcourt l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Alors, Hugues, tu nous parles aujourd'hui d'une Mustang bien particulière, en fait, de la toute première. Exactement. Certaines voitures sont plus spéciales que d'autres. Aujourd'hui, les véhicules portant les numéros de série 0001 partent à des sommes faramineuses dans les encans. Mais il y a 60 ans, les compagnies C'est pas n'en vrai avaient... pour la Kia Forte, en passant. On va dire pour des Mustang, Camaro, Corvette, tous ces Ouais, machins-là, ça part en général pour des œuvres de charité, des choses comme exactement. ça. Mais il y a 60 ans, les compagnies n'en avaient pas grand-chose à faire et la meilleure preuve, c'est toute l'histoire de la première Mustang. Absolument. Alors, cette voiture-là, qui est aujourd'hui mythique, elle a été lancée en avril 1964, le 17 avril plus particulièrement. Mais ça a impliqué une espèce de préparation, là, le lancement de cette voiture. Évidemment. Le jour du lancement, il faut qu'il y ait des autos en concession. Les 180 premiers véhicules dits de pré-série sont fabriqués à l'usine de Rouge River à Dearborn entre le 10 février et le 5 mars 1964. OK. La production officielle commencera le 9 mars pour les véhicules de série. Les véhicules de pré-série sont expédiés vers les concessionnaires pour le lancement. Et logiquement, ce sont les concessions les plus éloignées vers qui sont envoyées les premières autos. Et c'est pour ça que le modèle 5F08F100001 se retrouve chez George Parsons Ford à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, à 3500 km de Détroit. Qui est la première produite essentiellement. C'est quoi cette voiture-là? Alors c'est un cabriolet blanc avec un intérieur noir. Mécaniquement, elle reçoit le V8 260 pouces cubes, 264 chevaux avec une boîte automatique à 3 rapports. Comme véhicule de pré-série, il y a quelques différences mineures avec les autos de série et certains panneaux apparaissent un petit peu moins bien ajustés. La Mustang est préparée chez le concessionnaire et commence à être visible dès le 14 avril. Et évidemment, elle attire les foules. Et c'est là que la remarque le pilote de ligne Stanley Tucker lorsqu'il passe devant le garage George Parsons Ford. Bon, c'est qui Stanley Tucker? Stanley Tucker est né en 1931 et il pilotera des avions dès l'âge de 19 ans. Il fera différentes routes dans l'est du Canada avant de devenir capitaine pour la Eastern Provincial Airlines basée à Saint-Jean. Comme d'autres, il voit l'auto. Et le soir, après le repas, il décide que cette auto sera la sienne et il retourne chez Parsons Ford. Contrairement à l'habitude, c'est lui qui arrive à persuader le vendeur, baptisé Harry Phillips, de faire la transaction. En général, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et persuader est le mot juste parce que l'auto n'était effectivement pas à vendre puisque c'était un exemplaire de pré-série. Et pour note, la première Mustang de série a été vendue à Gail Wise, une maîtresse d'école à Chicago, justement le 17 avril 1964. Et pour note, cette voiture, elle la possède encore aujourd'hui. Ah oui. Hein. Ouais. Donc le concessionnaire qui a cette pré-série en main demande de pouvoir garder le véhicule encore quelques jours à des fins de démonstration. Et finalement, Tucker prend la livraison du cabriolet après être passé au garage tous les jours pour s'assurer que rien ne se passait et qu'il allait pouvoir la récupérer. Et en fait, il devient pendant un temps le seul propriétaire de Mustang dans toute Terre-Neuve. Alors, officiellement, le concessionnaire n'avait pas nécessairement le droit de vendre cette voiture-là parce que c'était une voiture de pré-série et elle devait être destinée à être retournée quelque part, si je comprends bien. Mais Ford s'est aperçu de rien. Si, mais trop tard. Parce qu'en fait, le lancement, c'est une véritable folie. Et il y a des tonnes et des tonnes de trucs à gérer. Ils vont s'en apercevoir, mais après. Et pendant ce temps-là, Tucker roulera régulièrement la voiture dans Terre-Neuve. Seulement, l'histoire, c'est que moins de 2 ans plus tard, la Mustang est devenue une icône et elle s'apprête à battre le record de production du 1 million d'exemplaires, qui est exactement 1 an, 11 mois et 24 jours. Ce qui est quand même assez incroyable. Pour Ford, ça devient important de récupérer cette Mustang 001 et la compagnie contacte Tucker avec une nouvelle proposition. En échange de la sienne, Ford lui offre la 1 Mustang sans frais. Et contrairement à d'autres tentatives avant, cette fois-ci, il va accepter. La cérémonie d'échange a lieu le 2 mars 1966 et Tucker remet les clés de sa Mustang à Lee Iacocca, qui est le président de Ford et le père spirituel de la Mustang, Don Frey, l'ingénieur en chef, et Gene Bordina, qui était le vice-président en charge du style. La voiture, à ce moment-là, elle a 10 633 000 au compteur et donc Tucker reçoit la Mustang 1 million
spécifié par lui-même. Alors sur le bon de commande, c'est assez marrant, il a tracé un grand X qui signifiait tout simplement qu'il prenait toutes les options. Version cabriolet, intérieur de luxe, volant en bois, transmission automatique, air conditionné, frein à disque, rallye pack, lecteur de cassette, V8 de 89 pouces cubes. La seule option qu'il n'a pas retenue, c'est le V8 haute performance qui réduisait la garantie. OK, d'accord, je comprends. Bon, la fameuse Mustang numéro 1 que j'ai pu apercevoir moi-même, je te pose la question, mais je connais la réponse. Qu'est-ce qui est devenu de cette voiture-là? Eh bien, voilà, peu de temps après, le musée Henry Ford contactera Ford pour pouvoir récupérer cette Mustang historiquement signifiante. Elle sera longtemps remisée et seulement montrée pour les 10e et 20e anniversaires de la Mustang, c'est-à-dire en 1974 et 1984. Et ce n'est qu'en 1987 qu'elle joindra l'exposition permanente où elle est encore aujourd'hui. Ouais. Finalement, elle sera restaurée complètement en 2013 parce que les hivers canadiens ont eu quand même quelques impacts sur elle. Quant à Stanley Tucker, il roulera sa deuxième Mustang jusqu'au début des années 70 avant de la vendre à son mécanicien. Et on ignore ce que cette Mustang-là est devenue. Okay. Et Tucker décédera à Montréal en 2008. Pour finir cette histoire-là, Harry Phillips, le vendeur original qui n'aurait jamais dû vendre cette voiture à Stanley Tucker, s'est rendu pour la première fois au musée Henry Ford en septembre 2019 pour voir la voiture qu'il avait vendue par erreur 55 ans plus tôt. Et en fait, on réalise que par ce geste, il a sauvé un monument de l'histoire de l'automobile. Ben oui, littéralement. Et on ne sait pas ce qui est devenu de toutes les autres Mustangs de pré-production. Est-ce qu'elles ont toutes été vendues ou est-ce qu'elles ont été rapatriées? Le sort de ces voitures-là, en général, c'est d'être pilonnées. C'est ça. Mais c'est quand même une histoire intéressante et c'est surtout très drôle que ce soit un Canadien qui Et voilà, c'est ça que je pense qui est le plus fun. Ben oui, absolument. Merci, Hugues. Merci. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Oui, Philippe, tu es allé faire l'essai du nouveau Chevrolet Traverse. Oui. Pas un autre VUS à 3 rangées de sièges. Bon, évidemment, c'est un produit pas le segment le plus excitant. Non. mais utile. Moi, je trouve que côté design, c'est quand même un véhicule peut-être un peu plus attrayant que d'autres produits sur le marché. Oui. En même temps, comme bien des véhicules de ce segment-là, on délaisse les V6 pour un 4 cylindres. T'en penses quoi? Ben, écoute, évidemment, comme tu l'as vu, il y a eu une refonte esthétique. Le véhicule a l'air d'avoir un petit peu plus de personnalité qu'il y en avait. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau en dessous du capot. Puis ça, c'est le nouveau 4 cylindres 2.5 litres turbo-compressé. Ce moteur-là est tout nouveau. Il va partager avec les autres véhicules de cette plateforme-là, la plateforme C1. On développe 328 chevaux, 326 livres-pieds de couple, qui est quand même une bonne amélioration, là, surtout sur le couple par rapport à l'ancien V6. Mais tu sais que GM est bon pour mettre de beaux chiffres sur papier, mais le vrai Qu'est-ce rendement, qui est arrivé, c'est ça. Parce que le moteur 2.7 turbo du Colorado sur papier, c'est extraordinaire, mais dans les faits... D'ailleurs, c'est un dérivé de ce moteur-là. On sait évidemment, ça de ça, 2.7, il rentrait pas en dessous du capot du Traverse. Donc, on a un dérivé de ça. On a également une nouvelle transmission 8 rapports qui est dérivée de la 9 rapports. Un véhicule, somme toute, que j'ai trouvé pour un VUS à 3 rangées, une conduite solide, pas rien d'excitant évidemment, mais c'est pas qu'est-ce qu'on recherche dans le segment. Le couple à bas régime, une bonne livraison du couple, quelque chose que j'ai remarqué que l'autre avec l'autre moteur, c'était pas pareil. C'est sûr qu'on s'inquiète évidemment, à l'intérieur, tout numérique, on a le nouvel écran de 17.7 pouces, très clair, très facile à utiliser, un véhicule qui est vraiment, vraiment modernisé de l'intérieur. On a gardé les pitons, les leviers pour la climatisation, des affaires comme ça. Donc, quand même, un habitat qui est réussi. Puis, on a un espace de chargement. Si on baisse tous les sièges, là, c'est 2763 litres. C'est quand même, dans le segment, c'est très... On n'a pas perdu d'utilité dans le Traverse. On a essayé des variantes RS, évidemment, qui existaient déjà, mais la nouvelle Z71, on sait que c'est la mode et on va chercher dans ce segment-là on va piger dans qu'est-ce qui est cool pour rendre un peu de personnalité, je pense, dans les VUS à 3 rangées. Et laisse-moi deviner, l'équivalent chez GMC sera le modèle AT4. Évidemment, AT4, évidemment. Dans l'Acadia. Une nouvelle suspension pour le RS, le Z71, qui est quand même... Ça fait le travail sur la route, en conduite quotidienne. C'était confortable. J'ai trouvé meilleur, quand même amélioré en tout point.
Antoine, je m'inquiète quand il y a une nouvelle motorisation turbocompressée comme ça, qu'il y a des nouvelles technologies. On a un cam phaser là, en anglais qui est électrique, qui est normalement une composante qui est hydraulique. On nous le vend comme étant plus précis puis qui va améliorer l'efficacité. Moi, je pense tout le temps nouveaux gadgets. Surtout quand ces véhicules-là, ils vantent une capacité de remorquage de 5000 livres, mais avec un moteur comme ça, nouveau, turbocompressé, avec toutes les bidules électroniques. Il faut voir ça dans les prochaines années, voir comment ce véhicule-là, parce que ça va être la clé du succès. Si on est capable de garder de la fiabilité sur le nouveau Traverse avec ce moteur-là, ben c'est ça qui va le mettre un petit peu plus sur la map qui est en ce moment. Ça m'inquiète un peu moins qu'avec le Blazer EV, la fiabilité là-dessus. Ah, ben là, je l'ai essayé lui aussi. C'est ça. Mettons que j'avais parié un vieux 2 sur celui qui va se rendre le plus loin sans tracas, là, j'irais peut-être là. Remarque, avec tous ces nouveaux écrans, c'est ça qui risque de faire défaut en premier. Alors, des reprogrammations, mises à jour. Déjà eu des problèmes avec le Blazer EV avec ces systèmes-là. Les variantes LT, RS, Z71, aux États-Unis, on a la LS, mais on ne l'a pas chez nous. Configurable en 7-8 passagers. La LT, c'est pas une option. C'est du 4 roues motrices uniquement? C'est du 4 roues motrices uniquement au Canada. Évidemment, les sièges chauffants en avant, en arrière, deuxième rangée et le volant viennent de série chez nous au Canada. On commence à 47 999 pour la LT. Puis ça monte jusqu'à 62 899 pour la RS. Fait qu'on est quand même, c'est quand même le range topping, là, si on veut, c'est quand même haut, mais dans le LT, bon, ben, ça reste quand même un produit qui est intéressant au niveau du prix. Donc, on va essentiellement poursuivre la tradition avec ces VUS-là chez GM, c'est-à-dire, bon, il y aura l'Acadia chez GMC, l'Enclave qui va arriver d'ici quelques mois chez Buick. Tout sur la même plateforme. Toute une variation sur un même thème. On ne sait pas encore ce qu'il va advenir du Cadillac XT6, qui lui aussi partage les mêmes éléments. Mais on a plus l'impression que Cadillac prend une direction électrique. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour ça chez Cadillac? Toujours est-il que Chevrolet n'avait pas le choix de lancer un produit comme ça. C'est encore un créneau super important. Mais pas d'hybride. Non, c'est ça qui était étonnant. On aurait pu se forcer, mais il y a une opportunité qu'on a un peu échappé, je trouve. Mais le design est réussi. Oui, on l'aime bien. Merci, monsieur. À la semaine prochaine, tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.